simultanée à l'écran. Certains de ces cours sont obligatoires dans certains diplômes. Des recherches utilisant la technologie du eye tracking ou de l'oculométrie. Technologie qui permet de décoder le sens cognitif du mouvement oculaire. Ces technologies nous aident à progresser dans nos travaux. D'autres disciplines de pointe sont en cours de développement. Je pense ici par exemple au sous-titrage automatique. Je sais que Tony, que je salue, pour avoir traversé ce laboratoire il y a 15 ans, n'est-ce pas, et partir vers la 13 ans, et partir vers la RTBF depuis lors où il nous représente très très brillamment. Il vous parlera de ce qu'il fait, hein. C'est lui qui sous-titre le JT simultanément et donc en direct tous les soirs. Je disais que des disciplines comme le sous-titrage automatique sont en train d'être, je dirais, travaillées, développées au sein de notre service. Et cette discipline particulièrement aura, à mon avis, un bel avenir. Tu reviendras sur ce que tu fais. Un bel avenir. Et ceci nous intéresse dans la recherche d'outils proches du ReSpeaking. L'une de nos préoccupations, j'allais dire principales, c'est de trouver des outils abordables, des outils moins coûteux que le ReSpeaking. La douzaine de doctorants et de candidats au master de spécialisation, l'ancien master complémentaire, dont certains sont présents parmi nous, travaillent assidûment pour faire avancer ces recherches, et cela parallèlement aux autres disciplines de la traduction audiovisuelle qui sont enseignées au CERN. Je n'ai pas le temps de tout vous énumérer ici, mais je serai heureux d'en parler avec vous. Les échanges qu'un tel séminaire, dont ceux de la table ronde de cet après-midi, mais aussi des différentes sessions questions-réponses qui suivront chaque intervention, constitueront de précieuses occasions pour imaginer des synergies entre, d'une part, les différentes associations et entreprises dont je salue les représentants et qui sont donc représentés aujourd'hui parmi nous, et d'autre part, les universités et centres de recherche qui prennent part aussi à ce séminaire à travers les différents collègues présents. Je ne vais pas prendre plus de temps. Mon objectif ici est tout simplement de vous souhaiter la bienvenue, encore une fois, à tous. Et je cède donc la parole à ma collègue Madame Amaoui pour un petit mot, mais entre-temps, je la remets cette parole à Hilaria Dodero, afin peut-être par après de vous présenter le déroulement de la journée. Hilaria. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce séminaire qui porte sur le sous-titrage, plus particulièrement sur le sous-titrage en direct, dont les titres, comme vous le savez, est Technologie et ReSpeaking. Je vous remercie beaucoup de votre présence, je me réjouis que vous soyez là. Je vais commencer par vous parler de mon projet de recherche. En effet, je suis doctorante ici au CERN. Je mène un projet de recherche sur les sous-titrages indirects, plus particulièrement sur le ReSpeaking.
voyons voir dans ces diagrammes. Donc un petit peu une présentation de ce que je vais aborder maintenant. Est-ce que Mme Mamoui intervient avant ta présentation ou après? Moi, c'est juste pour souhaiter Pour vous souhaiter, oui, je vais la présenter tout de suite après cette petite introduction sur les respirateurs. Oui. Donc voilà, ça c'est les points que j'aborderai pendant ma présentation, qui traitera la thématique du respiking. On voit ici un schéma repris du projet Voice de la Commission européenne. En effet, on peut retrouver les origines du respiking dans le projet Voice de la Commission européenne, développé par l'ingénieur Giuliano Pirelli, qui pendant les années 90 a développé un software, un logiciel de sous-titrage indirect. Voilà. Ce sera vraiment les points centraux de mon discours. Mais avant de passer aux autres points que je vais aborder, je vais présenter Madame Amaoui, chef de département ici au CERN, qui nous parlera un petit peu des projets de sous-titrage à l'intérieur du département. Je lui laisse la parole. Merci, Daria. Chers collègues, chers doctorants, chers étudiants, mesdames et messieurs, je suis heureuse de vous accueillir dans notre laboratoire du CERN à l'occasion de ce séminaire sur le respiking. On s'est promis, Carlo et moi-même, depuis presque, ça va faire 5 ans, depuis notre dernière recherche pour la Commission européenne, d'organiser ce petit séminaire. Et c'est grâce à Hilaria, notre doctorante, que ça s'est fait. Alors, je suis heureuse vraiment de vous accueillir ici parce que c'est là où nous donnons cours. C'est là où nous travaillons le plus. Donc, nos étudiants en sous-titrage qui choisissent le cours en option, parfois, ils ont cours ici et parfois, ils préparent aussi leurs travaux chez eux. Donc, j'ai le bonheur aussi d'enseigner cette discipline comme cours obligatoire dans le cadre du master de spécialisation en traduction audiovisuelle. Et les étudiants apprécient beaucoup cette discipline. En ces temps de pénurie d'interprètes en langue des signes, toute contribution visant à endiguer ce phénomène est la bienvenue. Et le reSpeaking voudrait contribuer à cette lutte visant à permettre à de nombreux citoyens d'accéder à une meilleure communication. Lors du séminaire du CEDRE, nous avons pu montrer notre technologie qui est très simple et nous sommes en train d'améliorer encore cette technologie. Nous avons des étudiants qui préparent leur doctorat sur cette technologie et le but, c'est vraiment l'objectif, c'est de simplifier au maximum et que ça doit être moins coûteux, disons. Même si le reSpeaking constitue encore une technologie coûteuse, les travaux de recherche tentent de la rendre un peu plus accessible. Donc, des thèses de doctorat ainsi que des travaux de fin d'études de master de spécialisation en 6e ou 7e année d'université sont en cours de préparation dans ce laboratoire et des essais de variantes pouvant déboucher sur l'émergence de nouvelles solutions sont en cours aussi d'élaboration. Je suis donc impatiente d'écouter les intervenants de cette journée. Je remercie de nouveau M. Eugeni et Mme Marchioni pour leur présence et nous allons essayer d'échanger des points de vue. Donc il y aura une table ronde cet après-midi et il y aura plein de questions, j'espère, sur le sujet. Et je souhaite d'ores et déjà tout le succès à nos travaux de cette journée. Merci beaucoup. Retirer pour Madame Marchioni, venez laisser prendre la place à Madame Marchioni et
mon projet de recherche. Donc, où on en était? Le respeaking. Je vais vous présenter ici dans ces diaporamas quelques dénominations de respeaking. Respeaking, c'est le mot qui est utilisé, le mot le plus utilisé, mais il y a deux propositions qui ont été avancées en italien, respiquerage par monsieur Eugénie, et en français, respiquerage. Respiquing reste le préféré. Voilà. Dans le processus de respiquing, un logiciel de reconnaissance vocale est utilisé, comme par exemple Dragon Naturally Speaking, et un logiciel de sous-titrage comme Sysmedia qui est utilisé par exemple par la BBC. Donc, les cadres disciplinaires dans lesquels s'insère ma thèse est tout d'abord la plus grande branche de la traductologie, la traduction audiovisuelle, l'interprétation des conférences, linguistique appliquée et les domaines technologiques et sociaux. Les motivations, des motivations. Pourquoi j'ai choisi ces sujets? Ma formation d'interprète et des traductrices m'a permis de voir que le processus de speaking est très intéressant car il concilie tout ça, interprétation, traduction, et en plus de ça, nouvelles technologies. Et tout cela pour aboutir dans l'inclusion sociale et permettre l'accès à l'information. On peut distinguer deux types de respeaking. Le respeaking interlinguistique de langue source en langue cible et le respeaking intralinguistique en direction des populations sourdes et malentendantes. Et en particulier, dans mon projet de thèse, je me concentre sur le respeaking intralinguistique qui est utilisé pour la télévision, des programmes télé en direct, les journaux télévisés par exemple, des événements, et pour les conférences. Mais qu'est-ce que le respeaking? On va voir de plus près les processus du respeaking dans ce schéma qui est tiré d'un travail de Madame Macchione, qui est ici présente, qui répond à la théorie de Monsieur Eugénie. Donc, le speaker écoute les messages originaux, les reformule, les répète, les logiciels de reconnaissance vocale convertit tout ça en sous-titres sur écran. On a un texte des moyens parce qu'il y a l'intervention du système, du logiciel de sous-titrage et traitement automatique du langage. Ensuite, un texte des moyens, un texte moyen 2. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que ce n'est pas un texte définitif. Ensuite, dans ce processus, pour transformer ce texte qui n'est pas encore définitif, il y a un correcteur, normalement, et tout de suite après, on aura les textes d'arrivée. Les correcteurs apportent les dernières modifications au texte final qui est prêt pour aller sur écran. La multimodalité intervient dans tout ça. En effet, on a plusieurs composantes qui interviennent, comme la composante audio, vidéo, le verbal et le non-verbal. L'accès à l'information.
Donc on a parlé de sous-titrage en direct et accessibilité. On rappelle la stratégie européenne de l'handicap 2010-2020 qui vise l'accessibilité, la participation. Et ensuite, on peut mentionner en Belgique et en France, parce que je me concentre surtout sur les speaking dans les domaines francophones. Les collèges d'avis du CSA, les conseils supérieurs de l'audiovisuel, qui impose de sous-titrer un certain nombre d'heures voilà, pour en direction de l'accessibilité. Et en France, la loi 2005 qui encourage les sous-titrages. Les publics cibles. Il faut considérer à ce point qu'il y a différents degrés de surdité. On peut distinguer en effet les sourds prémondiaux qui ont perdu l'ouïe avant l'acquisition du langage, périlinguaux et post-linguaux. Et la méthode linguistique qui est utilisée peut être la langue des signes et l'oralisme. La problématique. On retrouve différentes difficultés du public cible par rapport à la vitesse des lectures et à la synchronisation des sous-titres, par exemple, parce que les sous-titres ne sont pas toujours parfaitement synchronisés avec l'image. Donc, imaginez-vous le processus du re-speaking qui doit être vraiment immédiat. Le speaker doit immédiatement parler. Tout doit être projeté sur l'écran. Si en plus un correcteur intervient dans le processus, les délais augmentent encore un petit peu. Et parfois, les logiciels de reconnaissance vocale pourraient confondre des mots. C'est pour ça qu'il est très important d'entraîner les logiciels. Les autres difficultés sont au niveau de la langue, concernant les éléments syntaxiques et lexicaux. En effet, les grands débats et voilà, verbatim versus reformulation. Est-ce qu'il faut garder des sous-titres qui reprennent vraiment tout du discours original ou alors privilégier plutôt la reformulation? Voilà, ici on voit une citation vulgarisée, donc il est important une meilleure connaissance du public cible, de leurs préférences et de la perception des lectures. Donc, dans ma thèse, je vais donner beaucoup d'importance au dispositif expérimental qui est Work in Progress. Donc, une expérience qui va être mise en place pour évaluer la vitesse de lecture et voir les éléments qui peuvent déranger la lecture au niveau des langues, par exemple. Voilà. Maintenant, mesdames et messieurs, je vais vous présenter Madame Francesca Marchione, qui est la présidente de l'association ONER, qui s'occupe de plusieurs projets et activités à niveau local, national et international qui concernent les sous-titrages en direct, plus particulièrement le e-speaking. Je lui laisse la parole.
programme est M. Eugénie, respiqueur professionnel et chercheur à l'université de Romatré. Nous parlera encore du speaking de l'inclusion sociale, des aspects professionnels et technologiques qui concernent les domaines. Monsieur Eugénie, je vous laisse la parole. Merci. Est-ce que vous m'entendez au fond? Ça va? C'est pas comme ça. En principe, moi je suis habitué à regarder mon public et donc finalement j'ai du mal à rester assis. Si ça ne vous dérange pas, je resterai tout d'abord, permettez-moi de remercier mes amis Sam et Najwa qui m'ont invité ici. Les professeurs Amaoui et Safar sont des pionniers dans ce secteur. Je me souviens quand, durant la première conférence, avec Yves Gambier, Yanni Varson, Gottlieb et tous ceux que vous avez peut-être lus et étudiés si vous vous êtes occupé de traduction audiovisuelle, me disaient écoute Carlo, c'est à M. Safar que tu dois t'adresser parce que c'est lui le premier qui a introduit la traduction audiovisuelle dans les universités. Et donc, c'est pour moi un grand plaisir d'être ici. En plus, vous savez que Mons, vous êtes tous de Mons, donc je ne vous apprends rien, est connecté avec l'OTAN, avec l'ONU. Non, vous n'êtes pas tous de Mons. C'est l'une ou peut-être la école de formation d'interprètes et traducteurs qui est peut-être la plus connectée avec Bruxelles, avec Genève et les autres centres de formation en interprétation. Pourquoi je parle en profondeur, je n'ai pas encore commencé, mais pourquoi je viens de nommer l'interprétation? Parce que ça va être un peu le fil rouge de ma présentation, car respeaking et interprétation simultanée, c'est deux professions qui vont vraiment de pair. Ça pourrait être banal ici dans un contexte où la simultanée est très présente, mais au fait, au tout début, c'était pas le cas. Ma tâche aujourd'hui est de vous parler d'aspects sociaux, professionnels et technologiques en matière de respeaking. S'il y a des questions, n'hésitez pas, c'est plutôt c'est déjà un débat si vous voulez, hein, c'est pas une lection universitaire. Je vais commencer par vous montrer quel sera l'essentiel de mon discours. Tout d'abord, je vais présenter la question du handicap, point de vue législation, mais également point de vue public cible des sous-titres en temps réel. Parce qu'on va découvrir, quelqu'un le sait déjà, que la surdité n'est qu'un aspect du respeaking et qui a surtout toujours été considéré comme l'objet de quelque chose de piétiste, et ce n'est pas le cas. Je vais ensuite un peu m'attarder sur la profession du respeaking. Je vais voir les différentes professions liées au sous-titrage en temps réel, mais aussi à la rédaction de comptes rendus. Hein, parce que, comme le disait le professeur Safar avant, le respeaking, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on applique à la production de sous-titres, mais également à la production de textes en temps réel. Ensuite, je vais terminer avec des aspects technologiques
concernant la profession du speaker freelance, parce que nous avons déjà deux éminents orateurs qui vont nous parler du sous-titrage pour la télévision. D'accord? En ce qui concerne l'inclusion sociale, selon les rapports de l'Union européenne sur le handicap, il y aurait 80 millions de personnes, c'est-à-dire une personne sur 6 en Union européenne, qui a des problèmes physiques, sensoriels ou intellectuels qui leur causent un handicap. Un handicap, c'est la suite d'une minoration. Hein? C'est la conséquence d'un manque de quelque chose qui fait que la personne qui souffre de ce problème n'arrive pas à faire quelque chose que la plupart de la population sait faire. Donc, par exemple, il n'est pas considéré, par exemple, handicapé une personne qui n'a pas une main, par exemple, ou un doigt, hein, parce qu'on sait faire la plupart des choses dans la vie quotidienne, même sans des organes qu'on pourrait considérer comme très importants. Et donc, ici, la surdité est incluse parce que notre société est une société qui est basée sur l'ouïe, donc sur l'acoustique, et entendre est très important pour la société. Voilà donc qu'une personne sourde ou malentendante est considérée comme handicapée par les institutions internationales. Chez les personnes âgées de plus de 75 ans, ou 75, le pourcentage redouble. Hein, donc une personne sur 3 est handicapée. Et si on considère le vieillissement de la population en Europe, vous comprenez que ça c'est quelque chose de très important à résoudre. Et une donnée peut-être la plus intéressante, c'est que le taux de pauvreté de ces personnes est 70% supérieur à la moyenne. Donc vous comprenez que le problème d'inclusion sociale est très présent chez les handicapés. Les causes évidemment sont nombreuses, le vieillissement démographique, on vient de le citer, de le mentionner, mais également des problèmes liés aux infrastructures de la santé et de la sécurité sociale, les employeurs qui n'ont pas encore compris qu'une personne sourde est une personne qui sait travailler. Je ne sais pas ce qui arrive ici en Belgique, mais dans la Méditerranée en général, une personne sourde est encore considérée comme un handicapé, et un handicapé comme une personne qui ne sait pas travailler. Ou qui a des excuses pour lesquelles ils ou elles ne vont pas travailler comme des personnes normales. Hein. En plus, l'absence de groupe de pression, c'est quelque chose qui fait la différence. Au Royaume-Uni, mon ami Pablo Romero Fresco, qui travaille dans le Respeaking depuis déjà 2007 ou 2008, je ne me souviens plus, il est professeur à Roehampton, Londres. Comme à Londres et au Royaume-Uni, il y a un groupe de pression très important sur la surdité, et ils sont arrivés à pousser BBC à sous-titrer 100% de leur programme déjà à partir de 2010. Hein. Bon, vous aussi, vous avez des beaux records en Belgique, mais eux, c'était les premiers, et c'est grâce au groupe de pression qu'on a eu ce résultat. On a des problèmes infrastructurels aussi qui font que des personnes vivant dans des zones un peu très peu connectées avec les centres vont poser des problèmes à ces personnes en termes d'accès à l'emploi.
mais on a également des problèmes liés à l'éducation, à l'information et à la formation. Je vais revenir sur la formation dans la suite de mon intervention, mais c'est déjà au tout début, évidemment, qu'il faut éduquer les gens à des formes d'inclusion sociale qui sont très faciles à appliquer. Et, la technologie est là, les professionnels sont en cours de formation. Donc il serait très facile si on avait des groupes de pression qui imposaient certaines vues chez les politiciens. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas au niveau international. Hein. Parce que, en fait, le plus gros problème, c'est finalement l'obligation par la loi. En France aussi, on a une législation qui a obligé, par exemple, les commerces à avoir des formes d'inclusion sociale, même pour les sourds. Et du coup, d'ici, en principe c'était 2015, ils ont comment vous dites, postposé à 2017 l'échéance pour faire en sorte que les gens entrent dans un commerce et ils peuvent tranquillement communiquer en langue de signes ou en lisant les sous-titres avec le commerçant. Hein. Ça, c'est une loi, et s'il n'y avait pas de loi, les Français n'auraient jamais fait ça. Il y a des Français dans la salle? Oui. Bonjour. Mais la situation avant cette loi, c'était comme c'était comme en Italie. Il n'y avait pas de loi, et donc ils ne faisaient rien pour l'inclusion sociale. D'ailleurs, après l'introduction de cette loi, la France a fait beaucoup dans ce domaine. Et parlant législation, je vais vite parce que finalement c'est des choses qu'on peut trouver un peu sur tous les sites des institutions internationales. L'Union européenne a adopté la Charte des droits fondamentaux en 2000, qui parle, sans rentrer dans les détails, d'inclusion sociale, de dignité, de respect de l'autonomie. Hein, l'autonomie, c'est quelque chose de très important en la matière, parce que, comme je viens de le dire au tout début, la personne handicapée ne doit pas être considérée comme elle a toujours été considérée, donc comme un pauvre qu'il faut aider, parce que sinon on va nous condamner à perpétuité. Mais il s'agit d'une personne qui, ayant les instruments pour être inclus dans la société, peut contribuer comme n'importe quelle autre personne. Hein. Et donc la question de l'autonomie est une notion clé dans le sous-titrage en temps réel. En 2007, la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées propose aussi des initiatives et demande des États d'appliquer des lois qui permettent justement l'inclusion sociale. Finalement, l'Union européenne adopte par la stratégie Europe 2020 des initiatives pour l'inclusion sociale en considérant la personne handicapée étant autonome comme économiquement avantageuse pour la société. Hein, ça aussi, c'est un aspect qu'il faudrait souligner particulièrement. Juste pour vous donner une idée, le marché européen des dispositifs d'assistance s'élève, c'est une estimation bien sûr, à 30 milliards d'euros. Hein, 30 milliards d'euros, c'est pas peu. Non? Qu'est-ce que vous avez dit? Et voilà pourquoi l'Europe 2020 fixe toute une série de critères qui sont analysés. Moi, je vais me concentrer sur l'accessibilité, l'emploi et éducation et formation. Oui, je vous remercie. Vous êtes très ici, je suis content que vous soyez là. Mais c'est pas encore terminé, malheureusement. Alors, accessibilité, selon le législateur, ça veut dire avoir accès, pouvoir utiliser de manière autonome, là encore,
outils, la technologie de l'information et de la communication. Au fait, ce qui arrive, c'est que seulement, par exemple, 5% des sites web sont accessibles. Et par accessible, il y a toute une série de critères à respecter qui sont là et qu'il faut tout simplement aller consulter. Il y a peu de sous-titrage pour sourds et malentendants et de audio-description, alors que la population, comme on va le voir dans quelques minutes, la population sourde et malentendante d'un côté et aveugle ou malvoyante de l'autre est très nombreuse. Mais encore, en Europe, en général, il y a très peu de sous-titrage et très peu d'audio-description. Là, évidemment, il y a peu d'espace et il y a trop de pays. Donc, finalement, j'ai dû tout mettre. Je vais vous donner, évidemment, la diapo. Ça, c'est le rapport de l'EFHOH, la Fédération européenne des malentendants, qui a son siège à Amsterdam, je crois, ou au Pays-Bas, je me souviens plus. Là, vous voyez les données, ça c'est 100%, ça c'est 100%. Là, vous voyez les données pour tous les pays. Ça, c'est la Belgique, donc vous serez content, parce que la Belgique est à 95%, mais vous avez peut-être des données un peu plus détaillées. Oui, on peut regarder ça, mais à mon avis, c'est plutôt au niveau de la Flandre, je pense. Oui. Non, il y a Flandre et Wallonie. Ah, la Wallonie, c'est en bas. C'est là, la Wallonie. Là, c'est la Flandre, oui, ça c'est la Flandre, ça c'est le public, et ça c'est public, et ça c'est privé. Donc les chaînes privées sont encore un peu... mais par exemple, juste pour être clair, ça c'est l'Italie. Et en plus, là, on vient d'ajouter cette chaîne publique au digital terrestre. Ça se dit comme ça, même en français? Non, numérique terrestre. TNT. On vient d'ajouter cette chaîne et elles ne sont pas sous-titrées. Donc finalement, ce 70% de 2011, aujourd'hui, est en fait 25%. Ça, c'est pour l'Europe. Ça, c'est pour l'Europe. Les États-Unis, l'Australie. Alors, comme je venais de le dire, le Royaume-Uni, qui n'est pas les États-Unis, a atteint 100% depuis déjà 5 ans. Les États-Unis, ils sont à 100%, mais évidemment, comme il y a des milliers de chaînes, ça dépend des chaînes et il y a une obligation de la loi, par la loi qui impose le sous-titrage si la chaîne est à niveau national dans ce sens de la fédération. Et donc toutes les chaînes nationales sont toutes sous-titrées, publicité incluse. Et ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Ça fait 10 ans que je travaille dans le domaine, même plus. À chaque fois que je vais dire aux gens de business, écoutez, pourquoi vous ne sous-titrez pas votre pub à la télé, eh ben, ça coûte trop cher. Et moi je leur dis, écoutez, ça vous coûte 50 €. Hein? C'est même cher, 50 €. Le problème, c'est qu'ils ont cette attitude visuelle, esthétique à la publicité, et du coup, des sous-titres un peu endommageraient l'élégance de la publicité. Mais on verra tout de suite que le nombre de personnes qui sont ciblées par la pub est énorme. Hein? Et donc le potentiel commercial, ça monte. Et donc je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas ça. Aux États-Unis, ils font ça. Et c'est justement tout simplement intelligent de le faire. Hein? Ce n'est pas une question d'inclusion sociale, les pauvres sourds, non, c'est vraiment une portion importante de la société à atteindre. En ce qui concerne le taux d'emploi, pour les raisons que je disais tout à l'heure, le taux d'emploi des handicapés est de 50% par rapport
est de 50%, excusez-moi. Donc une personne handicapée sur deux en Europe ne travaille pas. Hein. Et dans le chiffre 50%, on inclut également les personnes qui ont un faible handicap, mais qui leur empêche d'être intégrées pleinement dans la société. En ce qui concerne l'éducation et la formation, comme il y a des problèmes d'inclusion dans le domaine classe, entre les 16 et 19 ans, il y a un échec scolaire qui monte jusqu'à 37% chez les personnes qui sont lourdement affectées par un handicap, contre 17% en moyenne. Et là aussi, si on avait par exemple le re-speaking en classe déjà du cycle primaire, on faciliterait beaucoup l'intégration des sourdes dans la formation et on baisserait ce niveau d'échec scolaire. En ce qui concerne les cibles du re-speaking, donc on va se concentrer un peu sur le re-speaking. On vient de nommer les sourds. Selon le rapport de la World Federation of the Deaf, une personne sur 1000 dans la population mondiale est affectée par la surdité. Bon, c'est pas beaucoup, hein, finalement, si on considère la question du point de vue de la rentabilité économique. Une personne, un broadcaster pourrait se dire bon, je ne suis pas trop intéressé par les sourds. Mais finalement, il y a 9% de la population qui est malentendante. Et ça toujours selon le rapport de la Fédération européenne pour les malentendants. Mais on ajoute les étrangers. Selon l'Eurostat, c'est 10% de la population. Pourquoi les étrangers? Parce que, comme notre étude que le professeur Amaoui disait tout à l'heure, sur le potentiel du sous-titrage dans l'apprentissage des langues, le sous-titrage intralinguistique, donc du français vers le français par exemple, ça aide beaucoup à l'intégration linguistique des personnes dans la société où ils vivent, si c'est une société qui parle une autre langue. Donc 10% de la population, c'est beaucoup. Hein. Par exemple, en Allemagne, je dis ça au passage, en Allemagne, on a eu une baisse de la maîtrise de l'allemand de la part des étrangers à la suite de l'introduction de la TNT. Parce que ces personnes regardaient la télé, les chaînes télévisées de leur pays, et donc du coup, elles perdaient la maîtrise de la langue allemande. Ça, c'est des constatations, je ne fais pas de la politique là, mais évidemment, c'est un sujet à considérer. Les personnes qui vivent dans des environnements bruyants, ça c'est une statistique de l'Institut italien de statistique. 7% de la population travaille dans des milieux bruyants, dans lesquels il est impossible d'entendre la télévision. Hein. Si on pense par exemple aux gares, aux aéroports, mais également à des commerces qui sont sur le long de la rue. Hein. C'est toutes des situations dans lesquelles des messages vocaux ne s'entendent pas. Hein. Et donc, si on ajoute toutes ces personnes, et en plus les illettrés, selon l'OCDE, on est à 15% de la population dans les pays de l'Union européenne, et par illettrés, on entend les personnes qui ne savent pas lire ou écrire, et aussi les personnes qui ont appris à lire et à écrire, mais comme ils font un travail pour lequel ils ne lisent pas et ils n'écrivent pas, ils ont perdu cette faculté. Hein. Je ne sais pas comment ça s'appelle, en italien c'est illettrisme de retour. Je ne sais pas si c'est la même expression en français. Et ces personnes, toujours si on considère l'étude qu'on a fait pour l'Union européenne il y a 5 ans, aident beaucoup à la maîtrise de la langue, même maternelle. Et donc au total, ça fait 30% de la population à peu près, parce qu'il faut évidemment, il y a des gens qui sont illettrés, qui sont également étrangers ou malentendants, et donc on parle de 150 millions de personnes. 150 millions de personnes, c'est pas rien.
sur 500 millions d'habitants. Donc, vous voyez déjà, moi je suis intéressé à la diffusion du Eurospeaking, évidemment, mais 150 millions de personnes, c'est pas rien. J'ai combien de temps là? Un quart d'heure, ça va, très peu. Parce que moi je me perds en... Ben, les questions, si vous voulez, c'est même durant. Hein. C'est pas un problème, mais je vais... Oui, par exemple. Oui, en fait, je suis Bernard Lemaire. Oui, Je suis secrétaire à la Fédération francophone des sourds de Belgique. Et je parle au nom des sourds, des personnes sourdes qui acceptent d'être nommées comme personnes handicapées, mais c'est un peu péjoratif et ça c'est dommage en fait. Oui, donc réellement on est une minorité linguistique. C'est notre véritable identité. Notre véritable langue est la langue des signes qui est liée à notre culture et à notre histoire. Donc c'est une simple information en réalité. Oui, merci d'avoir ajouté cette information. Le problème c'est que c'est l'Organisation mondiale de la santé qui dit ça. Hein? Donc, c'est pas mon point de vue, c'est malheureusement encore la vision du législateur au niveau international. Et en plus, évidemment, si vous parlez la langue des signes et que la langue des signes n'est pas répandue dans la société, ça reste toujours un handicap. Si on considère handicap, tout simplement, ce que je viens de dire, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir faire quelque chose dans une société qui demande cette chose-là. Hein? Oui, je suis absolument d'accord avec vous. C'est vrai qu'on nomme personnes handicapées, mais il faudrait changer cette dénomination pour pouvoir avoir une égalité avec les personnes entendantes à l'avenir. Avoir une vision plus positive et pas tellement péjorative. Oui, justement, c'est justement pour cette raison que je me concentrais sur la notion de rendre les personnes, toutes personnes autonomes dans leur vie. Il faut tout simplement avoir une approche globale, accessible, et il serait très facile de pouvoir communiquer, de pouvoir faire tout ce que le monde fait déjà. S'il n'y a pas d'autres... S'il n'y a pas d'autres questions, je passe aux professions qui sont concernées par le Eurospeaking. Le Eurospeaking vient du traitement automatique des langues. On appelait ça traitement automatique du langage parlé. Finalement, on s'est dit que langue et langage parlé, ça revient au même. Et donc, ils sont passés à TAL. C'est en général cette branche de l'ingénierie qui étudie l'application de programmes et des techniques informatiques à tous les aspects du langage humain. Hein, le professeur Safar parlait de traduction automatique. C'est un moyen, par exemple, d'économiser. Tout le monde sait, vous êtes dans une faculté de traduction, donc je ne me permets pas de dire que la traduction automatique va remplacer les traducteurs, même parce qu'on sait bien qu'ils traduisent très très mal. C'est inouï. Mais il y a des études pour rendre la traduction automatique un outil qui permet aux traducteurs ou aux gens qui veulent communiquer une communication plus aisée. Hein? Parce que finalement, si vous pensez au fait que des gens communiquent même en faisant des fautes, il y a des situations dans lesquelles une traduction automatique bien ciblée, bien utilisée, pourrait aider le processus de communication entre deux personnes qui n'ont pas la volonté d'être des lettrés, des hommes de lettres ou d'écrire un roman. La correction
correction orthographique aussi est un domaine du traitement automatique des langues. Et la TAP, c'est-à-dire le traitement automatique de la parole, à l'intérieur de laquelle nous avons la reconnaissance automatique de la parole, qui est la technologie qui permet le respeaking. Hein, parce que la reconnaissance automatique de la parole analyse la voix, hein, et la traite et la transcrit sous forme écrite. Hein, fait une correspondance finalement entre la voix de l'orateur et le vocabulaire que le logiciel a dans son dictionnaire. Le respeaking rentre dans cette catégorie qui voit les langues et l'ingénierie s'entremêler. Le respeaking, c'est la production de textes moyennant la reconnaissance automatique de la parole de la part d'un professionnel. Ça, c'est important. Parce que normalement, je rencontre des personnes qui me disent « Ah, il faut tout simplement que j'achète le Dragon Naturally Speaking qui coûte 100 €, et du coup, je le passe à la télé et j'ai les sous-titres. » Non. Évidemment, il y a des instruments de reconnaissance automatique de la parole qui sont utilisés, par exemple, par YouTube pour produire les sous-titres. Et si vous êtes des usagers de YouTube, vous savez très bien ce que ça donne. Hein, et si vous ne l'êtes pas, essayez. Hein. C'est vraiment quelque chose là encore inouï. Mais l'Union européenne, par exemple, a travaillé beaucoup, a investi beaucoup d'argent là-dessus. Dans les 4 dernières années, il y a eu 3 projets qui ont été financés au niveau international. SAVAS, SUMAT et EU Bridge. Hein, ces 3 projets visant à l'emploi de la reconnaissance automatique de la parole pour faire, sans le respeaking, le sous-titrage en temps réel des programmes télé. Et ensuite, nos 2 amis vont nous parler de ce que ça veut dire faire du sous-titrage en temps réel de programmes télé. Interlinguistique, hein, donc avec la traduction automatique. Il y a eu des résultats encourageants, mais évidemment, le résultat final n'est pas utilisable. En ce qui concerne toujours la profession, on sait très bien que le respeaking est utilisé pour le sous-titrage en temps réel. Qu'est-ce qu'il fait le speaker? Il écoute. J'ai une vidéo à vous montrer, mais peut-être à la fin. Peut-être que je vais vous donner vous montrer à la fin, pour ceux qui n'auront jamais vu un speaker en action. Il écoute le texte. Il fait un processus d'analyse, même s'il ne s'en rend pas compte. Il mémorise et le texte source, c'est-à-dire le texte qu'il écoute, et produit ce que Hilaria a appelé texte moyen. C'est-à-dire qu'il produit un texte qui n'est pas sûr qu'il va être le texte final dans les sous-titres. Parce que, évidemment, le logiciel peut ne pas comprendre la voix du speaker. Ça, c'est quelque chose qui rapproche le speaker à l'interprète. Ça, c'est pas moi qui ai dit ça, écouter, analyser, mémoriser, produire. C'est Daniel Gilles. Daniel Gilles, professeur à Lyon et maintenant à Paris, il a travaillé sur la psycholinguistique de l'interprétation de simultané. Et il a créé un modèle qui s'appelle modèle d'effort, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il dit que l'interprète fait ces choses-là. Hein. Et donc finalement, c'est tout ce que le speaker fait. Et c'est donc important que dans une faculté d'interprétation, il y ait des cours ou une sensibilité pour le speaking. Parce que c'est là vraiment sa place. Avant mes études en 2005, il y avait cet ingénieur, M. Pirelli,
qui se baladait dans toutes les universités italiennes, françaises, belges, hein, à la recherche d'un endroit où faire développer l'eurospeaking. Il est ingénieur et donc il n'avait aucune idée du fait que les interprètes pouvaient aider dans ce processus. Et même BBC, chez BBC, ils utilisent le Eurospeaking depuis 2001 et avant 2005-2006, ils n'utilisaient pas des interprètes. Hein, ils utilisaient des personnes issues d'autres milieux, des chanteurs même, parce que les musiciens, ils sont habitués à faire deux choses à la fois, hein, écouter la musique et jouer. Ensuite, on met à côté du Eurospeaker le live editor, c'est-à-dire le correcteur en temps réel. C'est un travail de fou, parce que ça peut se dire dans un contexte universitaire. Parce qu'il écoute le texte source, il écoute le texte du Eurospeaker, il analyse et mémorise comme le Eurospeaker, il ne produit pas, mais il doit corriger. Donc il écoute le texte source, il écoute l'Eurospeaker, il regarde le texte, ce qui va se donner, et il y a un décalage, hein, ça dépend, en Italie c'est 6 secondes. Et ensuite, il doit corriger. Et durant la correction, qu'est-ce qu'il fait? Il continue d'écouter le texte. Il n'y a pas pause. Hein. Il écoute le texte, continue d'écouter le texte source, le texte moyen, etc. 2 minutes, oui, 2 minutes. Ça, c'est facile à voir. C'est un journal télé sous-titré en temps réel en français, sur France 2, sur France 2. Oui, France 2. Et on a fait une expérience avec Francesca de sous-titrage du français vers l'italien, et ça avec des interprètes, et ça a donné des résultats. Elle peut vous en parler ensuite. Ce qui est aussi intéressant, c'est l'emploi du Eurospeaking pour produire des comptes rendus. Hein. Et je suis content d'ailleurs qu'ici, aujourd'hui, avec nous, il y a Madame Georgette Sant, qui est membre du comité exécutif de Interstenol, la Fédération mondiale des producteurs de comptes rendus, parce que le Eurospeaking est de plus en plus utilisé pour produire des comptes rendus au Parlement, dans les assemblées, les conseils, les conférences, hein, pour ou bien faire des sous-titres, accessibilité en temps réel, ou bien pour faire finalement le compte rendu final. Oui. Et on n'en trouve pas en Belgique, en Wallonie, on n'en trouve pas. Je suis toujours obligée de les envoyer en France quand on m'en demande. Je vais me donner votre adresse, ça vous intéresse. C'est Madame Georgette Sant qui dit ça, donc c'est sûrement vrai. J'ai analysé le rédacteur, le correcteur, etc. Je vous montre des photos, c'est plus joli. Là, c'est une conférence dans laquelle il y a l'orateur, qui a toujours d'habitude les grands écrans, mais des deux côtés, il y a, là on est en Italie, 2 écrans, et si on est dans un pays non unilingue, comme la Belgique, la Suisse, etc., on a des écrans pour les différentes langues. Là, c'est une profession qui vient de naître dans le Jura. Je ne sais pas pourquoi le Jura, mais les Jurassiens, c'est les gens particulièrement calés en Eurospeaking. Ce qu'ils font, c'est de faciliter la communication entre personnes sourdes ou malentendantes dans leur vie quotidienne. Donc, ils sous-titrent appels téléphoniques, conversations dans la rue, etc. Toujours avec la présence, évidemment, de cette belle Eurospeaking jurassienne. Et comment ça fonctionne, ça? C'est la même technologie, je vais en parler dans 1 minute. Finalement, c'est via YouTube et un logiciel qui envoie le texte via le web. En termes de technologie, j'ai 1 minute, je suppose. On utilise la technologie de la télévisioconférence, et aujourd'hui parler de télévisioconférence, c'est un grand mot pour dire un grand mot, pas un mot.
pour dire une technologie qui est très facile à utiliser, c'est-à-dire Skype. Ça pour écouter et pour voir la personne en cas d'interprétation en langue de signes, mais il y a la possibilité d'envoyer un texte à distance. Et maintenant, il y a de plus en plus de solutions. Une solution est Stream Text, c'est une page Word, tout simplement, qui est sur le web, et donc on écrit là-dessus, et si l'autre personne a le même lien hypertextuel, il le copie-colle tout simplement, et il a le texte que vous produisez sur son écran. Text on top, je vais vous montrer tout de suite. Speech Title, c'est un logiciel qui fait du sous-titrage en temps réel projeté dans les télétextes. Donc c'est pour la télévision, mais c'est pas que le Speech Title, il y en a plusieurs qui font ça. Speech Title, c'est l'un des premiers parce qu'il a été développé en 2001. Déjà, BBC ont utilisé la technologie de Sysmedia pour faire des sous-titres à distance. Donc il était assez facile, mais là la technologie n'était pas encore très poussée, il fallait installer des cabines, c'était vraiment très, très compliqué. Là c'est tout simple, il y a un éditeur de texte et tout est très facile, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Et dans les 30 secondes qui nous restent, il y a la possibilité d'utiliser des outils vraiment très, très faciles pour ne pas devoir installer des cabines, faire du câblage, etc. Parce qu'il suffit tout simplement d'écouter directement comme vous le faites maintenant, parler sans la cabine en utilisant une sténomasque. Hein, je vais vous montrer ce que ça donne. Et il est facile d'envoyer un texte via radio. Hein, donc Marconi il revient. Là c'est la sténomasque, donc c'est une sorte de masque que vous mettez devant votre bouche. Et du coup le micro interne n'est pas influencé par les bruits. Et les gens qui sont à côté du speaker ne sont pas influencés par le bruit du speaker. Ça ne s'entend pas, ça ne s'entend rien. Text on top, c'est une clé USB hein, qu'on applique à l'ordinateur et à l'écran. Et il projette les sous-titres là en bas. Ça se voit pas trop bien parce que je n'étais pas bien placé. Mais ça, c'est des sous-titres. Hein? Non, c'est pas en jaune, non. C'est en... Je ne me souviens plus quelle couleur c'était, mais c'était une couleur visible. Et j'étais mal placé. Je vous invite donc au symposium, le 5e symposium international sur le speaking, le subtitling et l'accessibilité à Rome, le 12 juin 2015. C'est un vendredi, donc vous pouvez rester le week-end. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, là ou demain, etc., je peux vous répondre. Si je sais vous répondre. C'est-à-dire l'auto-sous-titrage? Non, pas du tout. C'est dans les salles de cinéma, par exemple, aux États-Unis. Le système CaptiView pour les séries maintenant, avec l'autorisation d'implanter dans les salles de cinéma. Individuel dans ce sens que c'est que vous qui faites. Voilà, vous avez chacun son oui. petit écran. Alors ça c'est une technologie qui est encore plus poussée. Ça c'est pas du sous-titrage en temps réel. Donc, finalement, mais ça pourrait s'utiliser. Oui, vous avez raison. Il y a des personnes que je connais assez bien qui ont développé une technologie pour laquelle on utilise le Google Glass. C'est encore plus facile que les écrans sur le théâtre. Oui, c'est un problème, mais ils sont en train d'étudier, d'affiner le processus. L'idée, c'est que vous avez les Google Glass et vous regardez le cinéma, hein, et en 4e dimension, vous avez les sous-titres, comme si c'était un film sous-titré. Hein. Évidemment, on en est au tout début.
Oui. Cette technologie du sous-titrage individuel, ça fait déjà une quinzaine d'années qu'il est là. Même en France, on avait des prismes, hein, vous appelez ça prisme, hein, dans les lunettes qui augmentaient la réalité, c'était déjà en 90 et quelques. Oui, c'est une technologie qui va de plus en plus se diffuser. Le problème est que, au moins en Italie, les sourds ne veulent pas de sous-titrage individuel. Ils veulent du sous-titrage pour tous. Dans la notion, je ne sais pas ce qu'ils en pensent, mais le sous-titrage pour tous est considéré comme universal design, conception universelle. Ça se comprend. Alors que les Google Glass ou le sous-titrage individuel, même si c'est très discret, ça fait encore, moi je suis la personne qui utilise ça, donc je suis le handicapé de la situation. Ça, dans certaines opinions. Qui ont été préparés auparavant. Donc là, ça fait partie de Toutes les langues. Toutes les langues. Oui, je sais, et c'est préparé auparavant, donc ce n'est pas un service, en temps réel. Mais la technologie du temps réel, c'est facile à appliquer à ça, hein, parce que on peut parfaitement pour une pièce de théâtre, par exemple, dans l'imaginer, il faut du speaking, enfin, s'il y a deux malentendants dans la salle, ils vont leur prêter quelqu'un. La technologie aujourd'hui permet, grâce par exemple à StreamText, de faire des sous-titres où vous allez. Hein. Donc par exemple, un businessman qui veut aller dans une conférence, mais il a très peu de temps, il est occupé, il a des gens à voir, etc. Et il est là avec son portable et il y a les notes qui sont prises déjà directement sur son portable. Donc il suffit tout simplement de développer, et peut-être Francesca Marchione va vous en parler, des plateformes qui permettent cette communication beaucoup plus aisée, et un speaker, au lieu de travailler par-ci par-là, peut tout simplement rester à la maison, ça va coûter beaucoup moins cher. Le professeur Safar va être content, et donc tout le monde est content. Je propose, merci Carlo, je propose que l'on reprenne le débat après l'intervention de notre ami Serens, Günther, puisque lui, il est pris par le temps, il va devoir aussi faire vite, et il va peut-être nous quitter plus tôt. Donc le débat peut se poursuivre après la présentation de M. Serens, de la VRT. Oui, je vais le présenter. Oui. On ne s'est pas encore rencontré de personne, je crois, mais j'ai entendu parler de Günther parce qu'il est responsable du service télétexte chez VRT. Il collabore avec mon ami Ali Maël de la Artesis College de Antwerpen. C'est quoi en français? Anvers. Il va nous parler de leur service de sous-titrage en direct chez VRT et il va nous parler du sous-titrage en temps réel en semi-direct, qui est quelque chose qui est très utilisé et qui est très intéressant, surtout dans une chaîne télévisuelle chaîne télé, bravo. Une chaîne télé qui fait 95% de sous-titrage en temps réel, et vous avez également adopté le antenna delay, c'est ça? Oui. Donc il va nous en parler. Juste une précision, M. Günther, vous allez parler en anglais ou en français? Oui, malheureusement, en français n'est pas parfait. Donc nous allons essayer de résumer après, et comme ça Amalia peut aussi vous dire ce qui se passe. Je peux demander à peut-être Anne-Sophie ou Justine. Justine, tu peux prendre note peut-être? Oui, s'il te plaît. Oui, merci. Alors, je vais parler en anglais parce que c'est mieux pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La couleur n'est pas terrible. La couleur n'est pas terrible.
Yes, but you have to sit here. Je sais pas pourquoi il ressort comme ça. J'espère que c'est pas dans tous les... Il n'a pas mis ça dans tout le support. On peut éventuellement réduire le contraste. On va voir. As Carlo already said, I'm going to tell you something about workflows at VRT. How do we work at VRT? How do we provide subtitles? First of all, we have a tradition of subtitling in the Flemish-speaking countries and Germanic-speaking countries. So we rather subtitle than dub. VRT translates and subtitles all foreign languages and also Flemish and Dutch dialects, which are not easy to understand for the normal viewing audience. So there is also closed subtitling, as Carl already said, and we have, for the management agreement, as we call it, we have to subtitle 95% of all the Flemish and Dutch content, of which 100% of all the news editions. So, and in last March, we had 98% of all the Flemish and Dutch programs which were subtitled, and 100% of the Actua, as we call it, the news editions. So we are very proud of it, but we couldn't do it without the respeaking technology, which I will tell you about later. So, slower? Oh, I'm sorry. I will go a little bit slower. I'm so happy that Anaya understands English. So how did we try to achieve such a high percentage? Well, we decided in 2001 to try out the Dragon speech technology. Before that we tried something called Velotype. It's a kind of keyboard with which you can type very fast. But the Dragon speech technology proved to be very effective, and we have refined our methodology ever since then to the point that we are reached now, and that's the way we achieved 98%, because otherwise it wouldn't be doable. I will tell you a bit more about the way we do it, the way we do the respeaking, because we have respeaking for the live subtitling and the subtitling with delay, the semi-live subtitling as we call it. The most difficult is the live subtitling, so you have no delay, the respeaker hears what you hear and he has to create subtitles. So you have a live signal of a program, people talking. You have two quotes. For example, Carlo and me are talking. You have two quotes. You have a respeaker. He listens to it. He edits it. He says what has been said. Then you have. There are two cases. I will come back to this later. You can correct them and then automatically transmit them. And then what happens is that the subtitle of quote 1 comes on air, is being transmitted when another quote is being said. So you see the difficulty, there is a delay. The subtitles are later than what has been said, because you have all those different steps in between. You have to listen, you have to talk, you have to put it through the software. So the subtitle of this quote comes here. This is one of our subtitlers at work. So this, you can't see it very good, but it's a football match. She's listening to it. She respeaks it. This is the software. She produces subtitles, and in the meantime she adds, she corrects, and she transmits them on air. So, as I said, there are two modi operandi in this.
You can do this with one subtitler, or you can do this with two subtitlers, even three, but I won't go into that. But there are two major operandi, and that's one subtitler and two. When you have one, yes? The correction phase is not included in the software. You said that the correction phase, as you talked about. It's done by the person himself, by the same person. By the same person. It depends. Sometimes they use two persons, one for correcting and for... What Carol talked about is included in the software. Yeah, you have auto-correction and stuff, but that's more for when you're working in advance. And this is what delays the message. Yes. So when you have the process that's being done by one person, he has to do all those steps by himself. So he has to listen, he has to talk, he has to put them on air, he has to correct them. But you also have two persons. So one person is re-speaking, listening and re-speaking, and the other one sees the subtitles he produces, corrects them, and puts them on air. But there is always a delay, a time elapse between what has been said and between the subtitle because of all those processes. And process one, where we have one subtitle, is mainly used in sports editions with not so much voice commentary, like, for instance, football matches or tennis matches. And when you use two re-speakers for live emissions, you use that's for cycling emissions or debates or something like that. So when you have a lot of talking, you use two or maybe three. You can use the same procedure with many re-speakers, but you can only go by one re-speaker. Our colleagues from VDM, they use another procedure. They use one re-speaker for one speaker. But then you have the difficulty. But when you have 5 speakers, you can use 2 re-speakers, and then they have 2 persons that they re-speak. But we are not very fond of that method because there are many difficulties you can encounter. For instance, if one person talks a lot and the other person is quiet, and then the other speaker doesn't have much work, and we prefer this method. So what are the advantages? You have a quick response to last minute planning. For instance, when there is an extra journal, an extra news emission for the crash of the aeroplane, you have immediately a person there who can tackle the live emission. He can produce the subtitles, and he can go on and go on. It's relatively cheap because 1 or 2 subtitles can tackle a lot of work. And programs which weren't able to be subtitled in the past now can be provided with subtitles, because in the past we had to do it with a keyboard, and that was really horrible. It wasn't effective at all. The disadvantages of this methodology, so the subtitles, that's the main problem. The subtitles are not in sync with what has been said. So people with residual hearing, they tend to switch off. Or people with hearing who still can hear, they switch it off because it's very confusing. Also, people who can lip read, they tend to be very confusing, so they switch the subtitles off. It has been said that in the United States there is 100% of subtitling. That is true, but most of those subtitles are live. So you have a difficulty of serving the audience with residual hearing or people who can lip read. So they are very confused by those subtitles. Second disadvantage is that the message sometimes gets lost because it's so fast, and especially with live discussion panels, and there's a lot of speakers and a lot of talk, political debates, you lose the message. That's inevitable. So that's also a big disadvantage. And the third disadvantage is the training. It takes a lot of energy, a lot of intensive and excessive training to get to a point where we can say, okay, this is okay to go on antenna, on air, you are a good re-speaker. It takes months, sometimes years, to go to a point. And
whenever you take a person in, a new subtitler who wants to be a re-speaker, you start them up, you give them a training, but after a while it becomes clear, no, the stress is too much, it doesn't work, and so it's difficult to see, difficult to predict. Then we have another variant, it's the variant of speech technology with re-speaking with delay. So you have a delay. The signal of the recorded feed is being sent to the subtitling department before it goes on air. Speech recognition is the perfect tool to tackle that. And it was started at VRT with the subtitling of a sports emission called Extra Time. So the programmer, the makers decided to give us a short delay, and the result was that we could provide subtitles that were totally in sync with what has been said. Today we use this for loads of programs. I don't know if you know them here, but they are called de Zevende Dag, Villa Politica, Café Corsari, Rijslaat, loads of them. And this is for closed as well as open subtitling. So translation is also being done in this particular way. So when we have a French guest in Café Corsari, he's being translated by this method. Then, how much time delay? Then we come to the question of how much delay you have. Well, when you have translation, you need more delay than when you go from mother tongue to mother tongue. So this is about the same methodology, but the biggest difference is, of course, that your subtitle of quote 1 because you have your live signal that's being sent to the subtitling department, and this is the signal that you see on your television. So it's delayed. That gives you the opportunity to provide subtitles in sync with what has been said. This is with more delay. You see, this is an extra step. I will tell you about this in a minute, but I want to go further into the roles of the people involved in the process. So you have the speaker, you have a corrector, and you have a transmitter. And you have a lot of delay. You have those three, and they can change roles. So when you have little delay, forget this one. This row goes to this one. The corrector is also the transmitter. And when you have a long emission, both roles can change. So normally we once went to BBC and they said, of Red B, and they said, well, normally you should be able to switch after 20 minutes. But at VRT, when we are subtitling the long cycling emissions in the mountains, it goes up to 6 hours with 2 people. But sometimes you can switch. So 2 people are subtitling the cycling emission, and then sometimes someone has to take a rest or go to the toilet or something, and then another one comes in. So but you do the emission with 2 persons, but they can change roles. So there are 3 people doing the job as if they were 2, right? Yeah, or 4 or 5, okay. But the process is being done by 2 people. So subtitling with delay, there are several modi operandi. Everything depends on the duration of the length of the delay that is provided to the subtitling department. And the more delay you got, the more subtitlers you can use. And as I said, the re-speakers and the correctors, transmitters can change roles. The advantages are, well, the best advantage is the highly quality subtitles and go in sync on air. So everybody can use those subtitles. Also the viewing audience, they use them.
People who want to learn the language use them. When you're in an environment where there is a lot of noise, you use them. Everybody uses them. It's also suitable for the hearing audience, as I said, and for people who still hear a bit. And also for people who can lip read. So titles are in sync. There is close to non-editing, by which I mean the message is not lost. So when you have a delay and the person is speaking, but he forgets things that have been said that is normal. The person who corrects follows the signal that comes in, and he adds subtitles, and he corrects subtitles, and the other one transmits them. So that is the big difference between live subtitling and semi-live subtitling. The transmitter in the live subtitling, he listens to the signal on air. And in the semi-live subtitling, the corrector listens to the signal that comes in at the subtitling department, and the transmitter listens to the signal on air. That's the key to giving subtitles in sync and with the message that has been said. The disadvantages of this methodology is expensive, because subtitling with delay requires more people. You need more people to do it. And it's a bit cheating the audience, because it's not live. So it's impossible to use interactivity with the viewer, so the red button techniques and stuff like that. So not every producer is willing to give a delay. But nowadays most of them do give a delay because they are convinced of the value that subtitles can give them. We also get a lot of positive reactions about it from the deaf community, from all sorts of people, and those comments come to the program makers and they are very happy about it, so they are willing to give a delay. And when I say a little delay, it's 2 minutes to 5 minutes, and more delay is up to 20 minutes, 30 minutes, especially when there is translation involved. Minutes or seconds? Minutes. So, re-speaking, it's a whole different ballgame. It's a very specific trade. It cannot be compared to translating or interpreting or subtitling. He does a bit of everything. He repeats, he edits, he re-speaks words, either from his mother tongue to his mother tongue, or from one language to another language. And the interpretal techniques can be of immeasurable value to him, because he needs them. He has to understand, he has to listen and talk at the same time, so it's very good that you have interpretal techniques, but it's not enough. You have to be able to be thinking in subtitles. So an interpreter can go on and on and on and on. A subtitler needs to think in subtitles, block by block by block. And he has to master all the techniques of the software, of course. So he has to do a lot of things at the same time. So it's a challenge. For people who want to do it, after a while they want to do it more and better and to do it every day. Some people, they just want to stop. They don't want to do it anymore. So it's a talent that I think some of us do have and others don't. It's up to them to find out. So that's more or less how we work with live and semi-live subtitling, and that's why we achieved also such a high number, and also thanks to the program makers and thanks to the community of the deaf who kept on going to ask, give us more subtitles. We are now also involved in a program called STOM. It's spraak- en taaltechnologisch ondertitelen in het Nederlands, speech and language subtitling in Dutch, in which we are trying to make the automatic subtitling
getting to a higher level. Because we also have to provide subtitles on our websites, and there is so much content on the websites that we are not able to do it with our subtitling department. So we have to invest in automatic subtitling, which of course won't be as good as human subtitling. You see the examples on Google Translate and YouTube and stuff like that. There's a lot of work to do. There will always be need for humans, trust me. So that's about it. So any questions? Oui, en fait, je voudrais vous demander par rapport à la télé, quand il y a des traductions en direct, c'est vrai qu'il y a un délai. Mais parfois, quand il y a des reportages, à ce moment-là, c'est possible de préparer à l'avance. Ouais. Donc, quand c'est des émissions en direct, et qu'il y a une rediffusion, par exemple, le soir ou le lendemain, et imaginons que le jour de la première diffusion, il y a eu des erreurs, même avec la correction. Est-ce que c'est possible pour la rediffusion de recorriger ces enregistrements et ces sous-titrages? So when they were on air, you can correct them afterwards. That's what you mean. Yeah, we also have, for instance, the late journal, and it goes on air during the night. Before we send those subtitles to the repeats, we clean them up a bit. Je me demandais si, si les barèmes, le paiement des restituteurs était à la hauteur de la difficulté. That's a very good question. No, for the moment at VRT we have fixed wages. So every subtitler is paid more or less the same. It's based on the amount of years you work there. But we are working on a change of the system whereby the speakers and certainly the speakers who translate get a bit more money. You talked about the time delay for it goes. You said it goes from 2 minutes to 20 minutes. Does it depend on programs? For example, if you are watching news, how come that people are going to stay there, let's say, for 20 minutes after the news to know what happened? Well, the news is live. The news is live. But we have the text in advance. So the software where the journalist types his text, we have access to them. So we can prepare the news beforehand. Live interventions, of course, have to be subtitled live. That is why you see sometimes subtitles that are perfectly in sync with what has been said, but sometimes when the anchor has an interview with a guest, the subtitles tag along. So it's always live. A journal is always live. Est-ce que l'audience a besoin d'un résumé en français ou tout le monde a compris? Ça a été pour tout le monde? Ça va? Ok, un grand merci quand même. I have a question. In the EU Bridge project, you certainly know about it, they created a software which allows for automatic re-speaking by the machine, and then two live editors, doing the job of just one editor with a good re-speaking. It is not cost effective because it is two people. Yes. But we can imagine that probably if the re-speaking is going better and better, the automatic one, there is going to be a situation by which there is automatic subtitling, re-speaking, and then just the editor. Mm-hmm. Because what they do at BBC is that they only have one re-speaker because speech recognition is good in English. But the problem is that in other languages it is not. Mm-hmm. So
There is a very good remark. In English, it's much easier to provide automatic subtitling, and it's very difficult, I imagine, in Italian, but in Dutch too, because there are a lot of dialects. And when a person from the western of Flanders talks to a person from Antwerp, for instance, they understand each other, but the automatic subtitler goes crazy. But even in a formal context, when they speak Algemeen Nederlands, so Dutch, as it should, then the recognition is much better. So we have done a test with a bulletin. News bulletin? No, the weather. Okay, weather forecast. Yes, the weather forecast. So and the recognition was 70–80%. So it was okay. Automatic. But still not good enough for to go on it. But I imagine that another problem is background noise. Yes. Because if you have very clean signal, you can reach even more than 70. But that could be technically resolved by you have 4 tracks and you switch down some tracks. Yes. Okay. But it's a challenge. It's not honest. D'autres questions? Oui, vous avez une question pour les deux intervenants. Tous les deux, vous avez parlé du correcteur, du zip qui apparaît parfois, et je me demandais, on a une typologie des erreurs qui sont corrigées dans le cas de l'usage du WeSpeaker automatique, pour avoir une idée des interventions nécessaires d'une personne. They are being kept, but we work together with the University of Leuven and Ghent, and they keep track of those faults and defaults and stuff, and they have big data. They work with big data files. So yes. D'autres questions? Oui. I'm wondering why do we need a re-speaker if the fact if the task is from mother tongue to mother tongue? Why not doing it directly from the weather forecaster, for example? Doing it directly with voice recognition, and maybe the job of the re-speaker is going to be shifted to the corrector, the editor. Why not? It's funny you say that because we have tried an experiment with a Flemish comedian called Geert Hoste, who does his last year conferences every year, but it's a lot of work. And we thought, well, why not give him a microphone and we tap his signal and we put it through the software. But there are a lot of issues. First of all, you need to know your own lexicon. You have to make your own and train the computer to your own voice. You have to talk very monotonously, so in a very monotone way, and that doesn't work for people who want to entertain or whatever. They have to talk very at the same level. Punctuation. Yes, punctuation. Thinking in subtitles. And do you you said that you use delay, but do you have people analyzing quality of subtitles? Yes, the quality, well, you have prepared stuff and you have live and semi-live stuff, and the live and the semi-live stuff is being corrected by the corrector, by one of the subtitlers. Okay. And so whatever goes on air is always 100% correct? No. Okay. 99. Redby a mis sur YouTube justement une séquence vraiment pour vous faire rire en même temps. Même si tu le fais à 100%, c'est impossible. Il y a toujours quelques fautes. Yeah, but BBC doesn't have the antenna delay. C'est Redby. Yes, Redby produces subtitles for French and Spanish and English channels. But when you have delay, they don't have the antenna delay. They you don't have have delay, the accuracy is very good.
very good. Live is less, of course, but. But do you have? I was wondering if you had a department or universities doing the check and giving you feedback about it. We had in the past, and they used it to bake their big data and to provide us with automatic. So that's what you say. Yes. Ok, un grand merci à nos orateurs. Ah, pardon. Est-ce qu'on peut continuer le débat après le... On prend cette dernière question. Okay. Allons. Merci. In English, maybe? Thank you so much. It was very interesting. I just want to ask you a question. What kind of advices can we give to students who want to become someday speakers without finding themselves in a situation which too short moment after they will decide not to do it anymore? Well, my personal opinion is that there is a big future for the speakers, and there is definitely a market for people who want to speak, and the people who want to speak, if it's their calling, as you will, they will be having a job that they will like, that they will go with a big smile on their face every day to their work, because it's every day something else, every day a new challenge, and you learn, you get better at it, you can do a lot more. There are also, it's a growing path. You can start with your own language, you can start doing other languages, and so on. So there's never an ending. You can always go on. It's a beautiful job. Challenging. Thank you. Challenging. Thank you very much. On peut continuer le débat même en prenant un petit café ou un petit verre. Et puis nous reprenons dans un quart d'heure.